à tous, il est 12h32 à peu près, et nous sommes avec vous jusqu'à 14h, puisqu'aujourd'hui nous allons recevoir M. Bougré, enfin, j'ai envie de dire bonjour M. Bougré. Bonjour M. Zandonis. Gérard Bougré de son nom, et Woody Antonin. Gérald. Gérald, pourquoi tu dis Gérard? Gérald, oui. Bougré et Woody Antonin. Originaire de Petit Canal, parce qu'on me dit toujours de Petit Canal. Oui, je suis de Petit Canal. Sans peut-être le savoir. Un peu plus tard, on va recevoir Nathalie Chevron, la directrice de la Cresse, avec elle on fera sa chronique habituelle sur la Cresse. Martine Fazer sera avec nous aussi pour la culture. Et Sandrine Alexis, et puis on va terminer avec Gabriel Mugerin, Patrick Solvay pour parler du centre reprise. Peut-être que c'est la reprise pour ce centre. Sinon, l'actualité, c'est le bilan de l'Observatoire du département avec Maxime Morel. On parlera de ça tout à l'heure. La journée mondiale de l'eau, c'était hier. Les écoliers en visite à Sainte-Anne. L'expo en plein air. On devrait parler des grands frères, puisque vous savez qu'ils sont en train d'être déportés, plus ou moins. Certains sont déjà en France. Le procès, si procès il y a, devra être délocalisé. Et ça, les avocats ne l'acceptent pas. On devrait savoir un peu plus avec Olivier Félix. Voilà le sommaire. Je vous remercie d'être avec nous depuis 7h jusqu'à 14h. Avec vous, on va parler de choses importantes. On va commencer par M. Gérald Bougré, puisque c'est lui qui, depuis quelque temps, réfléchit beaucoup sur la société guadeloupéenne d'une manière générale, mais aussi sur ce qui se passe dans notre pays à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau de l'eau, enfin bref, c'est quelqu'un qui a une réflexion sur le pays, surtout au niveau du transport, au niveau de l'assainissement. Alors, M. Bougré, merci encore d'être avec nous. J'ai envie de vous dire, depuis quand avez-vous commencé à faire ce type de recherche? Depuis le début des années 2000. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé? Ben écoutez, ça venait dans la continuité d'un parcours professionnel que j'ai fait, donc j'ai souvent présenté un rôle à l'occasion de son émission du Focus. Et lorsque mon dernier poste était président d'une start-up pour le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, oui. Et j'avais dit aux personnes qui m'avaient mis à ce poste de président que j'allais rester 4 ans, je dirais, les derniers 4 ans de ma vie professionnelle en France, parce que je voulais voir dans quelle mesure toute l'expertise que j'ai obtenue dans le domaine de l'informatique de très très haut niveau. Oui. Juste un petit aparté, je suis quand même celui qui, dans début des années 80, a fait en sorte que les Minitel ont pu se déployer dans de bonnes conditions en France. D'accord. Puisque, ayant fait l'école normale en Guadeloupe et tout un parcours en France, j'avais été repéré par France Télécom, envoyé aux États-Unis en 4e vitesse, parce que j'avais été repéré comme étant un spécialiste des langages machines, notamment l'assembleur. Et à ce moment-là, France Télécom cherchait à mettre en place, à déployer le Minitel. Et ils avaient fait l'erreur de récupérer, enfin l'erreur, pas une erreur, mais ils avaient fait le choix de récupérer une machine qui provenait des États-Unis, du Dartmouth College, Dartmouth Stationing System d'ailleurs, et ils n'avaient pas les spécialistes capables de modifier l'operating system, donc l'équivalent de Windows que vous connaissez aujourd'hui, oui, en langage assembleur, pour pouvoir accueillir les communications qui venaient du Minitel. Et ils avaient détecté dans des tests que j'étais apte à faire cela, et donc du coup ils m'avaient envoyé, je suis passé plus d'un an aux États-Unis au Dartmouth College, où j'ai passé d'ailleurs un MBA, et derrière ça, tout de suite après ça, donc j'étais d'ailleurs réquisitionné par le gouvernement français, pour que le premier jour où les premiers Minitel allaient se déployer au niveau du monde journalistique d'ailleurs, c'était lors du sommet de Versailles, oui, avec le président Carter, et l'État m'avait réquisitionné parce qu'ils avaient peur que si jamais il y avait un problème à ce moment-là, que je sois bien présent pour pouvoir réparer. Et tout de suite dans la foulée de ça, c'est très très bien passé. Dans la foulée de ça, on m'a nommé, j'avais 26 ans, patron d'un centre informatique de France Télécom, où il y avait une centaine de personnes. Et après ces années-là en tant que chef de centre et directeur de centre, j'ai été repéré par un centralien, un polytechnicien et un ingénieur des mines par ailleurs. Ils cherchaient quelqu'un pour monter une start-up de services de très haut niveau en réseau, système, exploitation et autres informatiques. Et ils étaient venus me chercher pour ça. Et c'est à la suite de ce parcours-là, parce que je leur avais dit que 4 ans après, j'allais partir, dès lors que les choses allaient prendre une certaine tournure, ça a très 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 bien marché. Et je me posais la question à savoir comment l'expertise que j'ai pu avoir au niveau du monde informatique allait pouvoir s'appliquer dans mon île, oui, okay, parce que je savais qu'à un moment donné, l'informatique industrielle notamment allait se déployer, la preuve, et qu'on allait avoir besoin
besoin de personnes, notamment pour pouvoir automatiser le temps que faire se peut, tous les volets liés à la gestion de l'eau, les mécaniques qui vont bien sur les stations d'épuration de l'eau. D'ailleurs, on avait un logiciel pour ça. Je travaillais là-dessus avec Kitty Bastaro, notamment à l'époque, par ailleurs. Et sur ces éléments stratégiques, j'avais dû repérer, donc, bon, il y a la santé, mais la santé c'est régalien, il y a l'eau, l'énergie, pour moi c'était essentiel. Donc, comment anticiper sur tout ça? Et c'est dans cette dynamique-là que j'ai revendu mes actions après la période voulue. J'ai eu ce qu'il fallait donc pour pouvoir rentrer dans cette dynamique et faire une recherche-développement appliquée depuis le début des années 2000 dans ces domaines. Ensuite, j'ai focusé sur la partie électricité, au sens électricité du terme, au sens réseau électrique, pas énergie, on parle d'énergie. Et c'est de là que je me suis organisé, structuré pour faire en sorte que cette recherche-développement appliquée soit profitable pour nos compatriotes. J'ai commencé par faire des petits rapports en ayant analysé le secteur, notamment sur la partie éclairage public, qui s'appelait déjà à l'époque Une Guadeloupe d'avance. Et au fur et à mesure de ce travail, je faisais des notes à différentes communes, notamment au départ sur l'éclairage public, avant l'apprentissage global du réseau électrique, avec une société qui s'appelait Eiffage Norélec Guadeloupe, qui a travaillé sur géothermie bouillante, et puis qui est devenu Eiffage Anti-Guyane et M. Alain Domin. Et j'ai travaillé aussi avec les gens d'EDF, bien évidemment, parce que EDF est en... Alors, quand vous regardez un petit peu le paysage informatique de la Guadeloupe aujourd'hui, quelle est la remarque que vous faites? C'est une île qui vit avec ses problèmes. Et le problème qu'on a, si vous voulez, au niveau technique, il y a aujourd'hui des très très bons techniciens guadeloupéens, ingénieurs guadeloupéens. Il y a même des ingénieurs guadeloupéens qui sont déjà prêts pour travailler sur l'unité industrielle qu'on a montée en matière de géothermie, à terme. Et comme là-dedans, il y a un maximum d'informatique, partout. Donc on est prêt, je dirais, intellectuellement parlant, les Guadeloupéens sont prêts. On a des techniciens qui vont bien dans le monde entier d'ailleurs. Maintenant... Qu'est-ce qui manque alors? Je ne dis pas qu'il manque. Il y a, à mon avis, à chaque fois, et de pratiquement tous les domaines, il y a à réobjectiver tous les secteurs de la vie sociétale, de la vie guadeloupéenne. Pour réorganiser et restructurer en fonction des éléments du 21e siècle, ou de l'époque dans laquelle on vit. Parce que bien souvent, quel que soit le secteur, vous trouvez, il y a des gens qui ont fait un parcours, se sont fait connaître, etc., sur certaines bases, et qui oublient, lorsqu'ils font un certain nombre d'analyses ou d'interprétations et autres, de regarder la réalité présente et les outils dont on dispose aujourd'hui, dans quel que soit le secteur. Et ce qui fait qu'on a tendance à reproduire ce qui s'était fait dans le passé, mais les problèmes qui ont pu avoir, quel que soit le domaine, dans un certain passé, même récent, vous pouvez avoir quelques temps plus tard des outils dont vous ne savez même pas qu'ils existent et qui vous permettraient de résoudre le problème que vous avez à une certaine époque sans passer par les chemins que vous êtes passés. Et on trouve tout ça dans tous les secteurs de la vie guadeloupéenne, sociétale guadeloupéenne. Je ne vous parle même pas de l'énergie. Mais alors, enfin, les échanges que j'ai eus auparavant avec vous, soit par Internet ou autre, laisse penser quand même que vous êtes quelquefois assez critique sur l'organisation même de la Guadeloupe, sur l'endettement de nos communes, sur le fonctionnement de l'eau, etc. Est-ce que ce regard critique, il a changé? Ce regard, enfin, disons, un regard d'observateur critique. Je ne sais pas si le terme critique, c'est surtout un regard l'observateur qui sait de quoi il parle. Oui, mais en tout cas, justement, c'est lié au fait que on regarde, enfin, la plupart de ceux que j'entends, ce que je peux voir, on regarde la plupart des problèmes à l'aune des éléments du passé. Et c'est pas qu'il faut pas le faire, c'est pas que l'histoire, etc., il faut l'oublier ni quoi que ce soit, mais ça, l'histoire, c'est l'histoire. Vous pouvez pas la refaire. Oui, on ne fait pas l'histoire. Le passé est dépassé. Le passé, oui, serait dépassé. On doit en tenir compte. Je vais vous prendre un exemple bien précis. Aujourd'hui, vous avez des problèmes dans l'agriculture, la pêche, enfin, bon, il y a un tas de problèmes. Moi, je dis, l'agriculture, la pêche et l'élevage, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des anciens qui ont travaillé sur les terres, vous avez les universités, enfin, etc. Et on apprend sur les bases des problèmes que les anciens ont vécus à informer les jeunes. Moi, je dis non. On sélectionne un certain nombre de jeunes Guadeloupéens qui ont envie d'être pêcheurs, qui ont envie d'être éleveurs, qui ont envie d'être cultivateurs, agriculteurs. On leur dit, voilà, tu as tant d'hectares de terrain, tu as fait les études pour, tu rentres dedans et tu nous dis au fur et à mesure quels problèmes tu rencontres.
Et le jeune, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en fonction de ce qu'il a appris à l'école, au XXIe siècle. Il va rencontrer une première difficulté, il va venir voir les anciens ou les encadrants pour lui dire, on va lui donner des infos, et il va avancer comme ça. Mais on ne le charge pas avec du négatif dès le départ, sur X ou Y raison, ce qui fait que finalement, on lui pose plus de problèmes à essayer de comprendre le passé qu'à essayer de résoudre les problèmes qu'il a au niveau du présent. Alors, je vais vous donner un exemple concret de votre commune. À Gocap, il y a des terrains agricoles qui vont être utilisés pour pouvoir mettre des éoliennes. C'était des terrains agricoles qui ont été mis en valeur depuis des années. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça tombe bien. Ben, ils m'ont appelé. Les agriculteurs en question m'ont appelé, comme d'autres personnes parfois à Guadeloupe, à Marie-Galante pour des solaires photovoltaïques et autres. Je leur dis, moi, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme. Ah, l'agrivoltaïque. Voilà, ça existe, ça fonctionne depuis pas mal de temps. Et votre maire à Petit Canal, il ne sait pas ça? Comment? Votre maire à Petit Canal, posez-lui la question. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, les agriculteurs qui d'ailleurs vont se constituer en collectif ou en association m'ont déjà appelé pour me dire qu'est-ce que j'en pense. Moi, je dis attendez, moi, je ne suis pas pour bloquer. Moi, je suis d'abord pour qu'on voit quelles sont les alternatives. Mais on ne commence pas par s'enchaîner soi-même avec tout un certain nombre de raisonnements. On se chauffe. Et ce qui fait que lorsqu'on arrive, soi-disant, à la table de négociation, ce ne sont plus des négociations, mais des rapports de force. Oui, bien sûr. Donc, c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. On pratique plein de problèmes. On parle de négociation, mais les gens sont déjà échauffés, ce qui fait que quand ils viennent pour négocier, toi, t'es patron, moi, je suis salarié, et on repart dans les trucs du passé. Alors qu'une entreprise, ça doit quand même... le patron, il a son intérêt, les salariés, ils ont intérêt, tout le monde a intérêt. Voilà. Et donc, ils m'ont appelé, et je leur ai dit, voilà, il y a des alternatives. Maintenant, reste à se mettre autour d'une table, raisonner, voir dans quelle mesure on peut, en réajustant la situation, on peut mettre en place une alternative, ou en tout cas trouver une solution. Parce que les bulldozers sont déjà sur les terres, apparemment. Oui, ils m'ont appelé il y a longtemps pour me dire que certaines personnes étaient venues nettoyer le terrain, et on les a fait, les agriculteurs en question les ont fait partir. Oui. Mais je dois continuer de les rencontrer, et on a une alternative. Oui. Maintenant, il faut voir comment cette alternative, elle peut être mise en place, comment dédommager éventuellement les autres trucs. Mais je répète encore une fois, j'en profite, l'éolien terrestre, c'est une absurdité. Oui. Quand je vous dis ça, j'ai toutes les preuves par A plus B. Et c'est pas parce que les lobbies parlent d'éolien à gauche, à droite. Oui. Quand vous mettez ça dans un coin perdu en mer du Nord, l'éolien flottant... Vous voulez dire sacrifier des terres agricoles pour de l'éolien, c'est pas rentable? Non, c'est pas rentable. Surtout sur une grande surface. Oui, sur une île où on est 1710 ou 1700 mètres le mètre carré. Oui. On parle souvent de souveraineté alimentaire. Oui. Bon, ça c'est clair, c'est pas adapté. Surtout qu'il y a des alternatives. Je me tourne un petit moment vers M. Woody Antonin, quand même, qui est avec nous, qui vous a accompagné. Alors, vous disiez que vous étiez aussi artiste. Je suis, je suis auteur-compositeur. J'ai sorti un recueil de poésie qui s'appelle Ma vie, un paradis. J'ai fait 4 albums. Le premier, c'était Si je savais. Et puis, un 5e élément Zouk. Et un maxi single que j'ai fait, ça date de 88. Oui. Et donc, voilà, je continue. Et donc, je continue d'écrire. Quel est votre style musical en priorité? Je suis antillais, donc je fais du zouk. Oui. Mais j'ai composé de la biguine. J'ai fait de la biguine, j'ai fait de la pop en créole, qu'on pourra retrouver sur Internet. J'ai fait de la balade avec les artistes comme Mario Canonge, Michel Alibo. J'ai composé en tant qu'auteur-compositeur sur Aimé Césaire, qui a la mort de Aimé Césaire, que j'ai pu interpréter sur les ondes d'RFO à l'époque. Oui. Donc j'ai fait beaucoup de choses en musique. Malheureusement, la Guadeloupe ne s'est pas retrouvée, ressentie, parce que derrière, effectivement, la distance a fait que derrière, j'ai pas pu tout emmener d'un seul coup. Oui. Mais au fur et à mesure que je suis là... Donc ça y est, vous redémarrez, on peut dire. Voilà, j'essaye de retrouver d'avoir le vent en poupe en espérant que la maladie qu'on a aujourd'hui qui couvre le monde s'estompe et laisse un peu le 24 et le 25, vous serez avec l'association pour... Pardon? Le 24-25. Oui, je vais intervenir avec... je vais lire une poésie qui s'appelle Les marches de bois d'ébène, en image aux escaliers qui se trouvent à Petit Canal, parce que je suis moi-même canadien. Alors justement,
il y a toute une polémique sur ces marches. Hein. Oui, oui. On dit que ce ne sont pas vraiment des marches d'époque esclavagiste. C'est le bruit qui court. Oui. Mais moi, alors, ça n'a pas encore été vérifié. Voilà. Les historiens n'ont pas encore dit non. Voilà, les historiens n'ont pas fait leur boulot oui. jusqu'à preuve du contraire. Donc, on va rester dans ce qui est. Oui. Donc, apparemment, c'est ça. Donc, je me suis appuyé dessus depuis très longtemps à l'interpréter dans ce sens. Donc, justement, moi, j'appelle ces marches les marches de bois d'ébène. Oui. Et donc, j'essaie de mettre... oui. J'essaie de mettre en valeur, de faire ressortir la comparaison de cette poésie, c'est de faire en sorte que nos ancêtres, nous sommes debout sur un monceau de cadavres. Oui. Et donc, au lieu qu'ils soient sous terre, eh ben, je fais, moi, dans ma poésie, des marches de leur cercueil et allons vers le ciel. D'accord. Voilà, dans la comparaison des grands sites que nous connaissons, la Tour Eiffel, celle du Mont-Saint-Michel, le Panthéon, tous ces sites-là n'ont pas besoin d'archéologues, ni de plans, ni de boussoles. Alors que nous, aujourd'hui, si on veut avoir un petit clin d'œil sur nos ancêtres, il va certainement qu'on se tourne vers les cartes pour les trouver sous terre. Sous terre, oui, effectivement. Voilà. Donc c'est le sens de ma poésie. Et puis je fais un clin d'œil après à la guitare, en one-man show, sur le titre « En temps longtemps ». Oui. Et donc ça fait un peu, revient sur, parce qu'on est dedans, pour expliquer un peu ce qu'on sait déjà, mais je l'ai mis en chanson. Et j'ai fait un clin d'œil à un ami qui a perdu la vie à l'époque, qu'on connaît bien, et qui est de Canalien aussi, c'est un Canalien. Oui. Le cousin d'ailleurs, c'est Bino. Jacques Bino, donc je fais un... Ah d'accord. Donc cette chanson, je l'avais déjà écrite depuis 2009. Oui. Et on va la découvrir en guitare-voix ce samedi, juste après l'élocution de M. Gérald Bougri. Justement, M. Bougri, cette manifestation du 24-26, quel est son objectif principal? Alors l'objectif principal, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont invité à cette occasion de cette manifestation, notamment Mme Bourgarel et toute l'équipe qui tourne autour, Solitude, Nanou, Nouchka, Tony Félix, etc., qui, à l'occasion il y a un certain nombre de festivités, il y a un certain nombre de stands. D'ailleurs, j'ai vu l'affiche tout à l'heure. Oui, on a vu l'affiche, on va la revoir d'ailleurs. Donc, la revoir, il y a un tas de festivités au sens où les Guadeloupéens ont l'habitude de voir, du gros cas. Le site qui est choisi est aussi un site symbolique, le Centre des Arts devenu Espace culturel Marie Scondé, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, ce qui va être très bien avec ces manifestations, d'ailleurs qu'on va essayer de reproduire dans d'autres communes de Guadeloupe, c'est qu'on retrouve comment dirais-je, tout le côté culturel, carnavalesque presque, avec, comment dirais-je, artisanal aussi, sur place, sur le terrain. Et on va coupler ça avec des éléments provenant d'un secteur dont les Guadeloupéens ne connaissent pas énormément de choses, qui est celui de l'énergie, de l'hydrogène, du lithium et de toutes les richesses que la Guadeloupe possède, et que malheureusement, peu de gens leur ont fait comprendre qu'ils existaient déjà d'une part, et surtout qu'ils pouvaient devenir. Je vous rappelle qu'ici même, Motunde avait sorti une émission, j'avais lui donné des informations, les Guadeloupéens sont des Qataris en puissance. Et c'est monsieur... Des Qataris en puissance. Ah oui, non mais c'est ici, Canal 10, on leur a dit. Monsieur, comment il s'appelle, Philippe Boitiot, à l'occasion d'un webinaire sur la transition énergétique durable dans toute la Caraïbe, m'avait invité, mais évidemment, à dire un certain nombre de choses. Et à la fin du webinaire, le directeur de développement durable de la préfecture, il a dit que s'agissant de l'hydrogène, les Guadeloupéens étaient des Qataris en puissance. Un type de la préfecture, Gérald Bougri l'a déjà dit un certain nombre de fois, et lui, il l'a dit à l'occasion d'un webinaire où il y avait... Mais qu'est-ce qui lui permet de dire ça? Eh bien, monsieur Tondonis, vous avez vu les émissions qu'on a fait avec Harold? Oui. Bon, voilà. Eh bien, aujourd'hui, vous avez les éléments, l'énergie, l'électricité, les réseaux, etc. Il y a un certain nombre de problèmes. Alors, je ne parle pas de celui de l'Ukraine avec le gaz et tout le reste. Le réseau électrique guadeloupéen, il fonctionne d'une manière un peu particulière, tant et si bien qu'on l'appelle les zones non interconnectées. Et je rappelle que EDF a toujours dit, lorsqu'il s'agissait de solaire photovoltaïque et de l'éolien à une certaine époque, que c'était des énergies fatales, vues et revues, et en ce sens, avec deux ingénieurs qui travaillent avec moi pendant toutes ces années, qui sont toujours présents, plutôt un qui s'appelle Jean-François Dorville, sur ces aspects intermittents, ce qui cause énormément de problèmes sur le réseau électrique et autres. Et il se trouve que les ressources qui permettent, solaire,
éolien, non, bon, je ne vais pas en parler, bon, enfin ceux qui veulent en parler en parleront, solaire, etc., font que biomasse et autres font que. Mais nous, Dieu nous a donné la chance d'avoir une ressource qui est la chaleur du sous-sol, qu'on appelle la géothermie, et surtout la géothermie haute enthalpie, haute température, qui permet comment dirais-je, D'autant plus que même dans la Caraïbe, on est on est une zone très particulière, puisque les volcans n'étant pas loin, la chaleur n'étant pas très loin, on a le dispositif pas trop profond pour pouvoir ensuite mettre une unité industrielle avec des échanges thermiques, des échangeurs thermiques qui vont bien jusqu'à la turbine et l'alternateur pour aller sur le réseau électrique. Et Dieu nous l'a donné. Donc voilà, il se trouve que ce que beaucoup de gens ne savent pas aussi, mais je préfère le répéter, c'est que les premiers forages d'exploration pour créer la phase expérimentale de géothermie bouillante, c'était en 1962. Même, oui. En 1962, une ressource que pratiquement tout le monde cherche à avoir, parce qu'on cherche la propreté de la ressource, le fait qu'il soit vert, etc., etc. Et ça, il n'y a pas mieux. Hein, parce que quand il y a du vent, quand il n'y a pas de vent, vous êtes embêté, même si vous avez un système de stockage. Quand il n'y a pas de soleil la nuit, vous êtes embêté. Donc, système de stockage qui coûte énormément cher. La géothermie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de problème d'intempérie, il n'y a pas de problème X, ni Y, Z. Voilà. Et ça permet donc d'avoir l'électricité la plus verte possible au monde. C'est vrai. Et comme on a fait la phase expérimentale, derrière cette phase expérimentale, la France, avec ses ingénieurs, on fait fonctionner notamment nos experts, lui, Marie Rochat, entre autres, qui est un ingénieur de la marine marchande, a fait fonctionner géothermie bouillante, qui a deux caractéristiques. La première, c'est d'être en plein milieu urbain. La plupart des centrales électriques de ce type ne se trouvent pas en milieu urbain, se trouvent décalées. Et puis, l'une des rares unités au monde, à l'époque, c'était l'unité au monde, à être refroidie par l'eau de mer. Et ils ont fait fonctionner géothermie bouillante de 1996 à 2002 avec 98% de disponibilité. C'est-à-dire que l'usine s'est pratiquement jamais arrêtée. Et je ne sais pas pourquoi nos compatriotes, ils n'ont jamais été informés de cette... Mais vous savez que l'EDF a été très réticente à engager les moyens nécessaires pour pouvoir faire avancer le processus, vous le savez. EDF, la politique d'EDF, c'est le nucléaire, dès le départ. Ils se sont mis aux énergies renouvelables parce que les politiciens leur ont demandé de rentrer dans les énergies renouvelables. Sauf, ils ont toujours dit aux politiciens que les énergies renouvelables, solaires, photovoltaïques et éoliens, sont intermittentes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas. Or, le réseau électrique, c'est un système qui veut qu'en permanence, il faut qu'il y ait l'offre et la demande en équilibre. S'il y a une variation quelconque là-dessus, ça génère des perturbations pas possibles. Vous avez des transformateurs et tout le reste qui vont griller, qui vont brûler, même peut-être chez vous, le cas échéant. Ils ont toujours dit ça. Et je veux prendre, par exemple, quelque chose que nos compatriotes ne savent pas non plus. Tout le monde est parti dans l'éolienne parce que les écologistes voulaient l'éolienne, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser. Bien sûr. Il y a des cas, on peut les utiliser. Sur les hauteurs de la Désirade, par exemple. Si, on avait prévu de mettre une station de transfert d'énergie par pompage à la Désirade. Sauf que René Noël nous a dit oui, et puis après ça ne sait pas se faire de multiples raisons. Et donc, les gens oublient que dans les années 2007-2008, il y avait un parc d'éolien dans le nord de l'Europe. À l'époque, il n'y avait pas des freins pour éviter que ça vrille. Et un parc éolien a vrillé dans le nord de l'Europe. Tout le nord de l'Europe s'est trouvé en blackout. Du coup, la gouvernance nationale à cette époque-là, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Bon, il y a problème, il y a eu ça. Et ils ont freiné des quatre fers tout ce qui se passait au niveau du solaire photovoltaïque et éolien à cause de ça. Même si on peut aujourd'hui mettre des systèmes de stockage, c'est quand même pas parfait. Bien que maintenant on parle de fermer certaines centrales nucléaires. Oui, centrales nucléaires. Le nucléaire, c'est encore autre chose. Mais le solaire photovoltaïque, voilà comment les choses se sont faites. Et l'État qui avait mis en place tout un dispositif pour pousser les investisseurs à aller dans le domaine du solaire photovoltaïque et de l'éolien, a freiné sur tout ça et a même sorti un décret, un arrêté. Alors là, c'est un des exemples les plus absurdes que je connaisse. On vous dit que d'ici 2030, on va être, comment on dit ça encore, indépendant ou autonome en énergie. Autonome en énergie. Bon, alors, je demande à voir ce que ça veut dire, parce que le terme autonomie, le terme indépendant, fonctionne certain. Il faut bien connaître de quoi on parle. Et on vous dit qu'on va être autonome, indépendant. Si indépendance et autonomie, ça veut dire qu'on est 100% énergie renouvelable, moi je vous dis qu'on va avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que suite à ce problème-là, et à d'autres,
Okay. L'État a sorti en 2000, je crois en avril 2008, si je me souviens souvent, un arrêté qui fait que lorsque vous arrivez à 30%, maintenant peut-être 35%, d'énergie renouvelable fatale ou intermittente, on vous déconnecte. Ah. Alors dites-moi comment, en ayant un décret, un arrêté de ce type, que vous déconnectez à 30%, vous allez arriver à 100%. Dans l'état actuel des choses, ça n'est pas possible. Ça ne veut pas dire que le dispositif, si on le configure comme il faut, si on met les choses qui vont bien, etc., on ne va pas y arriver, mais en tout cas en 2030, ça m'étonnerait. Voilà. Et avant de passer par ce photovoltaïque et l'éolien, il y a d'abord pour moi la géothermie au Tantalpi qui a été validée. Il y a une scientifique qui a fait une thèse qui s'appelle Alexandre Favier, rendue à l'UAG en décembre 2019, qui dit que le potentiel en géothermie au Tantalpi du Sud-Basse-Terre est beaucoup plus prometteur qu'on ne le croit. Et moi, je préfère penser que la géothermie au Tantalpi et les stations de transfert d'énergie par pompage qu'on pense mettre en œuvre dans le Nord-Grande-Terre, sur un projet que l'EDF avait étudié, les stations de transfert d'énergie par pompage, c'est de l'hydraulique améliorée. L'hydraulique existe depuis tantôt, c'est pas intermittent, ça tourne autant qu'on veut, quand on veut, etc. Alors, on conclut là. Alors, on va rappeler donc le rendez-vous, c'est dès jeudi, dès demain. Dès demain, sauf que la conférence en elle-même, les manifestations commencent demain. Demain, la conférence aura lieu samedi à 15h. À 15h. Et vous, votre intervention? Ce sera à 15h juste avant. Juste avant. Juste avant, pour pouvoir ouvrir le débat. Ben, on aura plaisir à vous écouter, puis on attend les prochaines productions. Votre prochain clip, s'il y en a. Oui, votre ouvrage, un jour, on vous invitera pour parler de votre ouvrage. Volontiers. Merci. Et on vous remercie en tout cas d'être venu. Et on vous remercie, M. Bougri, enfin d'être arrivé. Je vous ai, excusez-moi juste avant d'interrompre, je vous ai mis là, sur les 4 feuilles que je vous ai mis là, l'ensemble des problèmes auxquels la Guadeloupe est confrontée aujourd'hui et pour avoir des solutions. En bas, c'est celle des communes, parce que j'ai jamais entendu qu'on ait débattu sur la misère sociale justement. Et la pauvreté. C'est bien ce que je pense. La deuxième feuille, c'est l'autonomie et l'indépendance, c'est sûr, mais voilà une série de questions auxquelles il faut répondre, au moins lorsqu'on réfléchit à cela, et personne ne m'a jamais répondu là-dessus. Il y a une question que je ne vous ai pas posée, je vous la pose rapidement, on peut s'en terminer là-dessus. Est-ce que les élus de la Guadeloupe vous écoutent? M'écoute, oui. Je connaissais très bien Mme Chevry. Oui, mais vous écoutez, mais après. Après, c'est... Bon, voilà. C'est ça le problème. Le troisième élément, il est extrêmement important, puisqu'il résulte de la réunion que j'ai eue avec M. Chalus le 13 juillet dernier, avec 2 de ses spécialistes, Blombourg et puis Céleste. Et je leur ai dit... j'ai envoyé ça tient sur une page, le 3e. Oui, je vois. Là, ça, c'est l'autonomie. Oui. Le 3e. Voilà. C'est bien ça, 3e page, c'est ça. Non, allez-y encore. Celle-là? C'est une image. Non, c'est avant celle-là. C'est bien ça. C'est au départ aucune aide extérieure. C'est cette page-là? C'est cette page-là, voilà. Oui. Cette page-là, et il résulte de la réunion. La conception et exploitation d'une unité industrielle de production d'électricité géothermale. Au-dessus de ça, Monsieur Zandonis, il faut que l'État français réponde à ces questions. Si on ne répond pas à ces questions, les problèmes que vous voyez ressurgir par XY phénomènes ou problèmes ailleurs vont revenir avec un certain nombre de problèmes. Dont celui qui est de la péréquation tarifaire, c'est d'actualité aujourd'hui, qui veut que le prix du mégawattheure tel qu'on le paye en Guadeloupe est beaucoup moins cher que la réalité. Et un jour ou l'autre, il faudra constitutionnaliser, c'est ce que j'ai demandé à M. Chalus de demander au président de la République, comment on peut faire pour constitutionnaliser la péréquation tarifaire, pour faire qu'à chaque changement de gouvernement, il n'y en ait pas un qui ait envie de le faire sauter, d'autant qu'en 2017, ils avaient fait une étude 2017 M015 qui dit que la péréquation tarifaire est déficitaire, génère des problèmes pas possibles sur le budget de l'État. Et vous savez comment ça se passe à un moment donné, au bout d'un certain temps, quand les politiques disent ça coûte trop cher, ça coûte trop cher. On fait monter et comme c'est nous qui sommes bénéficiaires en grande majorité des zones non interpellatives, il n'y a pas que nous, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, etc. Il y a intérêt de s'occuper de ça le plus vite possible et faire en sorte que... On espère que vous allez continuer à suivre ces dossiers et que ça va aboutir en tout cas. Il est 13h04. On prend une première pause et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite de nos invités. En vous remerciant d'être venu nous porter ces lumières. Pas de problème. C'est bien le cas de le dire. Merci.
Voilà, il est 13h09, le proverbe du jour tout de suite. Pas jeter de l'eau sale si vous ne connaissez de l'eau propre. Mieux vous prévenir que guérir. Il est sage de prendre des précautions, éviter des mauvaises surprises. C'est le proverbe du jour tiré de 365 proverbes créoles de Didier Manette. Et donc, c'est un proverbe de réfléchir en l'œil. Pas jeter de l'eau sale si vous ne connaissez de l'eau propre. Voilà. On passe tout de suite à l'actualité, mais on salue d'abord l'arrivée de Martine Fazer à une heure inhabituelle, mais il a quand même. Bonjour Martine. Bonjour Danick, que ne ferais-je pour ZCL News? C'est bien la question que je me pose. Que ne ferais-je pas? Et Madame Chevon, qui n'était pas prévue, mais elle est là quand même. Et c'est tant mieux. On va parler avec elle tout à l'heure de la sensibilisation de l'ESS en milieu scolaire suite à la semaine. Pour l'instant, on revient rapidement sur l'actualité. C'est le bilan de l'Observatoire du département. Et c'est avec Maxime Morel. On regarde. Des journées comme celle-ci, ça c'est une rencontre institutionnelle, mais donc des journées qui enfin sont des journées de présentation de nos données, de résumés autour des présentations de nos données et de sensibilisation à ce qui se passe, qui pourrait se passer. Bien sûr, sont évidemment bien importants aussi pour essayer de rapprocher des différentes façons de voir les choses, de communiquer. Disons, les acteurs de la surveillance et de la science se rencontrent avec les représentants du territoire, des citoyennes, pour enfin faire un point sur la chose, c'est une chose qui est d'intérêt commun pour tout le monde, hein. C'est un risque pour tous. La Soufrière est un volcan actif, donc qui depuis un certain nombre d'années a un système hydrothermal qui est très actif. Donc on a noté cette année un certain nombre d'événements qui montrent que ce système hydrothermal continue à fonctionner. Et donc les touristes aiment bien voir les fumerolles en haut du volcan, mais les fumerolles sont le signe de l'activité volcanique qui est intense. C'est notre rôle, hein, la protection des biens et des personnes. Je vous ai dit que j'étais responsable dans ma commission des risques majeurs. Donc nous mettons à disposition ce bâtiment qui se trouve sur le Ouelmont, avec évidemment une subvention de fonctionnement de 39 000 €. On a aussi un gardien qui est là sur le site, qui surveille, qui est là pour mise à disposition. Et également aussi, nous avons les travaux de réfection qui sont pris en charge, les travaux d'amélioration de la peinture, enfin bon, l'entretien. Il est bien évidemment du rôle du département de mettre ces conditions-là pour que les gens travaillent dans de bonnes conditions, puisque c'est eux qui sont les garants de notre sécurité. Donc là, ils travaillent pour nous, pour la Guadeloupe, pour les Guadeloupéens. Et vous savez bien qu'en ce moment, la Soufrière est en surveillance. Donc comme nous l'a dit M. Moretti pendant sa présentation, on est en vigilance renforcée, vigilance jaune renforcée. Donc le volcan bouge, il est actif, donc nous sommes véillatifs. Oui, véillatif, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur d'une éruption brutale, mais on ne sait jamais. Et c'est pour ça donc Moretti, le directeur de l'Observatoire, a fait ce bilan, un peu pour rassurer les Guadeloupéens, mais en même temps pour leur dire attention, la Soufrière, madame, des fois, lève chalet à point, qui a fait ça, il faut. Bien, alors, on va passer à autre chose, puisque c'était la semaine de l'économie sociale et solidaire à l'école. Et comme toujours, nous avons une représentante de la CRES, en la personne de la directrice, madame Chevon, bonjour. Bonjour. Et donc, cette semaine s'est passée, comme d'habitude, assez bien, puisqu'il s'agit de permettre aux jeunes scolaires d'être en connaissance même de cette ESS. Le partenariat est nécessaire. Et pourquoi il faut sensibiliser les jeunes? Alors, c'est important. Peut-être déjà en précision, la semaine de l'ESS à l'école n'est pas encore passée. Oui. C'est la semaine prochaine. Oui. Donc c'est du 28 mars au 2 avril. Et donc c'est important de sensibiliser. Donc nous, au niveau de la Chambre, depuis 2018, on a une convention justement de partenariat qui a été signée avec le rectorat, l'association L'Esper, donc l'économie sociale partenaire de l'École de la République, et l'OCCE, donc l'Office central de coopération à l'école, qui, au titre de cette convention, nous, CRES et les 3 partenaires, nous allons en milieu scolaire pour expliquer justement aux élèves que finalement, ils connaissent des structures de l'ESS, ils côtoient de l'ESS au quotidien, et puis c'est aussi pour permettre de susciter des vocations, soit en cherchant des stages dans les structures de l'ESS, ou éventuellement en voulant travailler de l'ESS. Donc par exemple, nous, CRES, suite à des opérations de sensibilisation que nous avons menées
l'année dernière dans le lycée des droits de l'homme à Petit-Bourg. Nous avons deux élèves, deux étudiants du BTS Support à l'action managériale qui sont venus effectuer leur stage au sein de notre chambre régionale. Et cette sensibilisation se fait comment? Avec des stages, des appels à volontaires? C'est ça se fait de plusieurs façons, hein, toujours avec l'appui de l'ESPER. Et donc, en fait, on intervient en milieu scolaire de façon, déjà, le maître mot, c'est ludique et pédagogique. Il faut vraiment... susciter l'envie. Susciter l'envie, donc avec un quiz qu'on a développé spécifiquement pour le milieu scolaire. Il y a aussi des jeux. Il y a des entrepreneurs ou des collaborateurs de la CRES qui viennent en milieu scolaire et qui expliquent ce qu'est l'ESS. Et quand vous allez dans le milieu scolaire, quels sont les éléments que vous mettiez le plus en avant? Alors déjà, le premier point, c'est d'expliquer ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Oui. C'est la base introductive. Ensuite, on explique qui peut en faire partie, donc en fonction de son secteur d'activité, qu'on soit agriculteur, avocat, sportif, etc. On explique aussi quels sont les métiers qui sont exercés dans l'économie sociale et solidaire. Et on illustre avec des exemples de structures de l'ESS, donc des associations, des mutuelles, des coopératives, des fondations, vraiment pour que les jeunes se rendent compte qu'ils connaissent ces structures de l'ESS. Et puis c'est aussi pour tordre le cou aux idées reçues. Oui. Alors le 28 va commencer donc cette semaine jusqu'au 2 avril, pardon. Comment ça va s'organiser concrètement? Alors, on a, donc, bien en amont, nous avons lancé avec l'ESPER un appel à la diffusion que cette semaine allait se tenir. Et donc, les enseignants se sont positionnés, nous ont dit, tiens, sur cette semaine, on voudrait que vous interveniez tel jour à telle heure pour des classes de tel niveau. Donc, on a une dizaine d'établissements qui se sont inscrits donc, sur toute la Guadeloupe. Hein, et ça va de l'école primaire, donc du niveau CE1 jusqu'au niveau terminal cette année. Donc voilà, donc les actions se déclinent jour par jour. Est-ce qu'il est trop tard pour encore s'inscrire? Alors là, c'est un peu, effectivement, un petit peu juste parce que les créneaux sont pris déjà sur toute la semaine. Il reste ponctuellement peut-être des créneaux un peu l'après-midi, mais c'est vrai qu'en général, les enseignants préfèrent une intervention le matin. Oui. Donc là, c'est vrai que sur nos matinées, on est déjà complet. On est déjà booké. Pratiquement complet. Bon, mais écoutez, il y a quand même les élèves qui vont suivre. Alors, quand même, il faut toujours donner le contact de l'ESS au cas où. Tout à fait. Oui. Alors, pour cette opération spécifique, la semaine de l'ESS à l'école, les établissements peuvent tout au long de l'année envoyer un mail donc, à la correspondante de l'ESPER en Guadeloupe, qui est Madame Talus. Oui. Et donc, son adresse mail, c'est talus, donc THALUS.martine@orange.fr. Et il faut savoir aussi qu'au-delà de la semaine de l'ESS à l'école, il y a d'autres dispositifs de sensibilisation qui existent, comme mon ESS à l'école, qui est une opération au cours de laquelle les enseignants et les élèves, surtout, peuvent proposer des projets sous forme ESS, enfin de structure de l'économie sociale et solidaire au sein de l'école. Donc ça peut être, par exemple, monter une petite épicerie sociale et solidaire pour les élèves de l'école. Ça peut être aussi monter un jardin potager, un jardin pédagogique coopératif. D'accord. Voilà. Écoutez, on vous remercie. On donne encore le rendez-vous le 28. Voilà, donc c'est du 28 mars au 2 avril, donc des interventions de la CRES, de ses partenaires au sein des établissements scolaires. Avec l'ESPER. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous retrouve dans une quinzaine de jours. 13h18, c'est l'heure de la culture et c'est Martine Fazer qui est là. Générique, c'est parti. Voilà Martine, bonjour.
À une heure un petit peu inhabituelle, mais le créneau un petit peu plus large aujourd'hui. C'est super. Jusqu'à 30. Super. Bon, alors on peut y aller. On y va, tu vas bien? Oui, ça gagne. Ok, super. Donc je souhaite bien le bonjour aux téléspectateurs, aux auditeurs, aux fan clubs, aux amis, etc. Donc j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en santé et que voilà, qu'on a confiance. Demain c'est mi-carême. Oui, demain c'est mi-carême, donc c'est la moitié à carême là. Oui, la moitié. Demain. Ouais. Demain normalement à Kyo qui en arrive là. Hein? Ah, pas à Kyo tout seul. Non, pas à Kyo tout seul. À Kyo qui en arrive là, mais pas à Kyo parce que il dit pas point à faire, à pas faire rien là. Et au monde il y a quelque chose, Martine. Ben, alors je vais en dire juste 2 mots. C'était même pas prévu dans mon agenda, puisqu'il y a normalement, il y avait un très beau concert, en tout cas un rassemblement d'artistes sur le marché du Moule qui était prévu aujourd'hui. À 18h. Et puis à 18h. Oui. C'est maintenu ou pas? Alors c'est maintenu, oui et non. Maintenu, oui. Pas sur le marché, sans public. Oui, parce que monsieur le préfet a eu le bon goût de dire qu'il ne fallait pas de rassemblement. Donc le syndicat d'initiative, la municipalité, donc tous ceux qui travaillent sur ce projet depuis un moment ont eu le réflexe de dire on va le faire quand même, mais différemment. Donc c'est dans un espace ouvert avec tous les artistes. Donc pas sur le marché. Pas sur le marché. Le marché, c'est un espace. Mais alors, il y aura du marché ou pas cet après-midi? Il y a du marché, mais il n'y a pas le. Où est la différence? Danick ne me pose pas des questions comme ça à l'antenne, parce que ma réponse ne conviendra certainement pas à beaucoup de personnes. Donc si on commence à parler, vraiment, ça ne va pas le faire. Parce que moi, donc, en tout cas, ça se tient, donc sans public, avec TV, en direct, et tout le public pourra suivre sur les réseaux sociaux, donc même Facebook sur Canal, Live, je crois que c'est et sur Canal, et sur une autre TV. Voilà, donc le rendez-vous est aux alentours de 18h, en live, sur les réseaux sociaux et la télé. Voilà, pas de alors, c'est-à-dire que quand les gens finiront le marché, ils ne croient pas si, et ils vont mettre sur les Facebook à eux. Ne me fais pas dire tout ce que je n'ai pas dit. Je te retransmets les choses telles qu'elles sont. Et ça nous a pensé, en fond à qui en nous, mieux vaut y être là. Bon, alors, parlons d'autre chose. Bien, en tout cas, donc ça se tient. C'est très bien que tous ces artistes aient répondu présent avec cette nouvelle formule. Je pense qu'eux-mêmes, ils ont besoin de pouvoir s'exprimer. En tout cas, je vais vous parler aujourd'hui dans ma rubrique de deux appels à projets intéressants qui sont sortis, proposés par le ministère de la Culture. Tu vois, j'en perds un peu mon langage. Et puis, un agenda, il y a beaucoup de choses qui commencent à sortir. Donc, c'est reparti, finalement. Comment ? Les activités culturelles repartent. Les activités repartent, elles repartent. Je crois que tout le monde était sur, sur les starting blocks. Donc, c'est 1, 2, 3... Vous y aller. Donc là, ça y est, c'est parti. Je ne peux même pas suivre tellement qu'il y a d'événements. Donc on y va. Je vais commencer avec donc deux appels à projets. Ça s'appelle l'été culturel, le premier, été culturel 2022, résidence d'artistes, résidence d'artistes Transat. Ce sont les ateliers Médicis qui proposent cela. C'est du développement culturel, de la création artistique, de l'art plastique et du spectacle vivant. De quoi s'agit-il? Les ateliers Médicis renouvellent, dans le cadre de l'été culturel 2022, un dispositif qui s'appelle donc résidence d'artistes Transat. C'est des résidences qui sont prises en charge par les ateliers Médicis et qui proposent tout type d'ateliers dans un champ très large d'éducation populaire, sociale, dans les lieux qui sont de l'éducation populaire, du social, des soins, des lieux médicaux prioritairement situés dans une commune rurale ou dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc ce sont des résidences qui peuvent aller de 3 à 6 semaines et qui associent donc la création artistique avec des lieux sur lesquels parfois on n'aurait pas retrouvé des artistes. Donc dans le cadre de cette édition, 100 résidences par exemple l'année dernière avaient été retenues pour accueillir des artistes et qui ont eu lieu sur l'ensemble du territoire national et également régional chez nous. Par exemple, des bibliothèques avaient été retenues, même des EHPAD, des centres de loisirs, des centres d'hébergement avaient accueilli et mobilisé 177 artistes à ce moment-là. Donc là, ce qu'on veut faire cette année, c'est le renouvellement de cette expérience et résidence artistique qui vont se dérouler en métropole, bien sûr, mais également en Guadeloupe, où on peut proposer des lieux d'accueil d'artistes. Donc tous les artistes d'outre-mer également sont bienvenus dans cette proposition. Le plus simple, si on est intéressé par ce dispositif, c'est à contacter la personne en charge de ce dossier qui s'appelle Marc Gore, Marc M-A-R-K.Gore, G-O-R-E,
@ateliermédicis avec un S à la fin.fr et il est en charge de ce suivi. Vous allez pouvoir télécharger sur leur site Atelier Médicis une fiche de participation où vous candidatez et on vous donnera toute la marche à suivre pour pouvoir participer à ces ateliers résidences. La date limite de dépôt, c'est le 15 avril et les résidences vont se faire du 1er juin au 30 septembre et durent de 3 à 6 semaines. Je pense que je vais y participer avec certains de mes artistes. J'imagine, Martine. Bien sûr. Quel camp connaissez-vous? Deuxième proposition qui me paraît aussi intéressante, c'est la 9e semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes. C'est une manifestation qui a été créée en 2014, qui s'était un petit peu posée, bien sûr, ces dernières années. Et donc, cette semaine de l'Amérique latine et de la Caraïbe, c'est permettre à la France, en tout cas aux Français ou à ceux qui ne les connaissent pas, de mieux appréhender cette partie du monde qu'on méconnaît souvent, que sont tous ces pays de l'Amérique latine. Il y a l'Uruguay, il y a le Paraguay, il y a la Cuba. Il y a une semaine de Saint-Domingue, de République dominicaine, oui, il y a quelques années. Il y a eu ça il y a quelques années, ça ne s'est pas renouvelé, mais là, on est vraiment sur l'Amérique latine et la Caraïbe au sens large. Donc, tous ces pays qui font partie donc, de cette sphère sont potentiellement invités à participer à cette semaine de l'Amérique latine. Et moi-même, qui suis intéressée ou qui suis porteur de projet, je peux proposer, dans le cadre de cette semaine, un événement. Alors, bien sûr, les contraintes, elles sont là. C'est proposer l'événement et le financer. Donc, on n'est pas obligé d'aller chercher quelque chose qui coûte de l'argent, mais peut-être ne serait-ce qu'une lecture, que mettre en avant une personne, un artiste de ces pays, créer une soirée de projection. Toutes les idées sont bonnes pour vous permettre d'être référencé sur le site où tous les événements, toutes les propositions autour de cette semaine vont être, positionnées. Oui. Donc voilà, ce sont des entités publiques qui peuvent participer, des associations, des entreprises, mais des personnes physiques aussi. Ça a lieu donc du 26 mai au 11 juin, et là, donc la France met à l'honneur l'Amérique latine, je viens de le dire, au travers de tous ces pays. Il existe un formulaire d'inscription que vous allez pouvoir télécharger sur le site également du ministère de la Culture. Vous téléchargez le formulaire d'inscription, vous portez candidature, vous proposez votre événement et donc ça vous permet d'être inscrit sur la programmation nationale de cet événement. Là aussi, toutes les portes sont ouvertes pour toute créativité qui puisse se faire. Voilà pour les 2 propositions et appels à projets que j'avais à faire et qui peuvent vraiment intéresser le plus large, qu'on soit une entreprise ou non, ou une association. Alors, sur l'agenda. Comment? Sur l'agenda des manifestations. Voilà, c'est ça. Alors, sur l'agenda, j'ai quand même, si j'ai le temps, tu vas me répondre, est-ce que j'ai un peu de temps ou pas? Il te reste 3 minutes. Il reste 3 minutes, comme d'habitude, donc je ne vais pas défiler. J'avais à parler d'une personne, je garde ça. Ouais. Je vais juste faire un petit, puisque je ne vois pas les flyers, je vais juste faire, comme je l'ai dit chaque semaine, un petit point sur la route du Rhum avec la team de David Ducosson. On a commencé à aller sur les marchés, à la rencontre des gens. Ça se passe très très bien, bien que j'ai remarqué, et il faut le faire remarquer, que nos concitoyens, et c'est normal, sortent du Covid. Et ils te disent clairement que là, entre la guerre qu'on leur propose, le Covid qui est encore à leur porte, ils ont un petit peu de mal à se projeter dans plusieurs mois. Tout à fait. Et donc, il y a un accueil vraiment très favorable des gens sur les marchés, sur les lieux où nous allons. Et je voudrais juste préciser qu'effectivement, il y a une cagnotte sur laquelle on demande à chacun de donner ce qu'il peut, et gagnera d'ailleurs un t-shirt. Mais c'est aussi pour permettre aux marins de finaliser son inscription. Il sera sur le départ. Et puis ensuite, ce sont les partenaires, comme on sait, qui vont continuer à aider chacun des marins, puisqu'ils seront plusieurs. Comment avoir accès à cette cagnotte? Comment faire? Elle est sur le petit flyer qui apparaît, et c'est sur Hello Asso. Hello Asso, David Ducosson. D'accord. Et en allant sur la page Facebook également de David Ducosson, on trouve le lien et il suffit de cliquer dessus et il y a ce qu'on appelle un QR code. On va aller distribuer des flyers à partir de demain. Il suffit de flasher le QR code et vous tombez sur le lien. Ou vous allez sur la page Facebook, ce qui est encore plus simple. D'accord. Ensuite, un tout petit mot rapide, 24e édition du Printemps des Poètes, c'est un événement national, là encore, qui revient grâce à cette parenthèse anti-covidienne qu'on nous offre. L'édition 2022 a lieu là, du 12 au 28 mars, avec pour thème l'éphémère. Le thème éphémère de cette édition permet à toutes les communes de Guadeloupe de participer avec les artistes, avec des créations, de la créativité, de l'envie, de la passion, de l'amour. Donc tout est ouvert pour ce printemps des poètes éphémères. Ça, c'est le thème.
Mon agenda, il va être aussi rapide. Le monde des géants, tu sais ce que c'est? Tu as déjà reçu. On avait reçu les gens de la CAF l'autre jour. Tu les as reçus, mais je reviens dessus très rapidement. Expo du 19 au 26 qui a lieu en ce moment au Palais des Sports de Laura Fessel. Tu sais que j'ai eu une carrière, je suis de formation puéricultrice, donc j'ai eu une carrière là-dedans. Et il y a de nombreuses années, nous avions fait la première exposition des géants, des meubles géants en France. C'était dans un grand palais également, où on avait fait cette exposition, tout simplement pour que nous, adultes, nous ayons la même vision qu'un enfant de 2 ans lorsqu'il est face à un meuble, face à une casserole d'eau bouillante qui est au-dessus de la cuisinière. La vision n'est pas du tout la même. Et quand on prend conscience de ça, on devient beaucoup plus prudent pour la prévention des risques ménagers. Et donc, c'est une très, très belle initiative qui continue. Et enfin, je terminerai avec... une autre petite manifestation qui est celle du CEDAC, qui reprend aussi. Le CEDAC reprend ses productions et la diffusion artistique au travers d'une très belle pièce de théâtre que je n'ai pas encore vue, Les Revenants de l'impossible amour, dont l'auteur haïtien Faubert Bolivar. C'est en ce moment avec beaucoup de dates. Du 25 dès demain, au 3 avril, ça commence demain. Non, vendredi. Le vendredi, oui, tu me fais douter. Vendredi 25, ça commence demain. À l'Archipel, il y aura donc le centre culturel de Sonis, il y aura également le palais des sports, le palais de la culture de Félix Proto, le centre culturel... Robert Loison au Moule, que tout le monde connaît, centre culturel Gérard Loquel également à Bémao, et le centre social de la Source à Petit Canal. Voilà les lieux et les dates de cette tournée, c'est du 25 mars au 3 avril prochain. Bien. Donc une belle opération qui vous attend autour de cette pièce de théâtre. Bien. Voilà, et puis je terminerai avec l'exposition qui continue au MAC, donc sur rappel de Jamaïcaine Expo au MAX du 26 février au 24 avril. C'est encore en ce moment. Allez voir cette très belle exposition architecturale. Donc il y a des choses à dire là-dessus. Et les conférences aussi continuent toujours. Donc le MAC, c'est en nous quand même, et c'est en nous avant tout. Elle a réussi à tenir son pari. Voilà, il est 13h31. Merci Martine. À l'heure inhabituelle, on va recevoir dans un instant Sandrine et aussi 2 représentants du Centre Reprise. On va parler un petit peu de Gouka. Mais avant, Sandrine, nous ferons un petit focus sur stick ou steak. Mais c'est plutôt stick. Hein. Steak, ça, c'est mangeable. Deuxième et dernière pause. À 13h37, je rappelle le proverbe du jour quand même pour les gens qui ont raté le deuxième passage. Voilà, pas jeter de l'eau salée si vous ne connaissez de l'eau propre. Mieux vous prévenir que guérir. Proverbe du jour, extrait du livre de Didier Manette, 305 proverbes créoles Guadeloupe, et c'est Odalia qui choisit les proverbes tous les jours. Bon, alors, on a quitté Martine pour la culture, mais on reste toujours dans la culture avec Sandrine. Bonjour. Bonjour Danick. Ça va? Oui, ça va bien. Bon, et on reçoit 2 personnes importantes de reprise. Je vais parler de Gabriel Mijouet. Bonjour. Bonjour. Et bien sûr, Patrick Solvay qui sera avec nous dans un instant. Alors, on va commencer d'abord avec Martine. Moi, je t'appelle Martine aujourd'hui. C'est comme un créneau, c'est ça. Et avec Sandrine. D'abord, le générique de Sandrine, Focus Out, et après, on parle de stick. Alors, Sandrine, on va parler de stick, mais pour les gens qui ne savent pas qui c'est stick, donc il faut le présenter. Eh ben, pour moi, ça va être un plaisir de présenter qui est stick. Je pense qu'on a déjà au moins. Il commence à être connu quand même. Hein, bon, il commence à être connu. 3 fois champion du monde de body painting, quand même. Ouais. Hein? Et donc en fait c'est un artiste autodidacte pluridisciplinaire, donc il s'est d'abord fait connaître en tant que graffeur, et ensuite il s'est lancé dans le body painting. Voilà. Je pense que vous avez déjà au moins vu dans la rue. Ah non, mais je me souviens être allé avec lui. J'étais à Barbade, Carifesta, et il était là. Je me souviens de ce qu'il avait fait il y a quelques années. Jusqu'à Barbade et ici alors? Hein? Ici?
Non, mais je l'ai vu déjà. C'est là que je l'ai découvert vraiment à Barbade. Et puis après, j'ai vu en Guadeloupe ce qu'il fait. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le graphe. On a déjà tous rencontré. Sur les murs, il est présent. Sur les murs, du côté de la rocade aussi, toutes les grandes fresques, parce qu'il a fait une série de femmes. Oui, voilà, bien sûr. qu'on a déjà tous croisées. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? C'est quoi un black book? Alors, il fait de black book. Alors, je ne sais pas, par contre. Autant je connais Stick, le black book, qu'est-ce que c'est? Alors, le Black Book, en fait, c'est un carnet de croquis qu'utilisent la plupart des artistes pour dessiner, pour faire leur recherche créative. Et du coup, depuis 2 ans environ, Stick s'est orienté sur du noir et blanc. C'est vrai que dans son œuvre... Oui, parce que c'est la couleur qu'il faisait. Il fait énormément de couleurs. Et là, cette fois-ci, il s'est orienté sur du noir et blanc. Et du coup, le Black Book, en fait, c'est le nom de sa dernière exposition qui a démarré la semaine dernière et qui s'est terminée déjà... donc, ça s'est terminé jeudi de la semaine dernière. Donc, voilà. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion... d'aller voir cette exposition. Donc, je vous invite à regarder ce portrait en images. C'est parti. Moi, c'est Stick Owner sur les réseaux. J'aime bien dire artiste pluridisciplinaire, parce que maintenant je touche à tout. Mais à la base, mes étiquettes principales, ça reste le graffiti et le body painting. Donc je suis graffeur, body painter et triple champion du monde de body painting. Voilà. En Guadeloupe, on a une scène graffiti ultra développée. On n'a absolument rien à envier à personne. Et depuis tout petit, quand je me baladais dans les rues, à Pointe-à-Pitre ou aux Abîmes, enfin en Guadeloupe de manière générale, c'est un peu la première forme d'art à laquelle j'étais confronté, que je pouvais voir. Comme je dis souvent, la rue c'est la plus grande galerie du monde, parce qu'elle est accessible à tous et pour tous, et ça a été mon cas. Et donc je pense que inconsciemment, c'est ce vers quoi j'ai été amené. Je voyais les couleurs, je voyais des formes, des dessins, et puis un jour en grandissant, je me suis dit mais en fait je veux essayer ça. Et petit à petit, avec des feutres, je les utilisais quand même pour faire des petits dessins sur les copines, sur des choses. Et puis ça a commencé à prendre beaucoup d'ampleur. On disait qu'on faisait du bodygraph, tu vois, sur les corps. Mais j'ai quand même cherché à savoir, ok, qu'est-ce que je suis en train de faire vraiment? Et j'ai découvert que ça s'appelait du body painting, qu'il y avait le pinceau, qu'il y avait l'aérographe. Et j'ai eu le même déclic que la bombe. En plus, ça ressemble énormément. Je me suis lancé dans l'aventure. J'ai commencé en 2010. 2011, je pose ma candidature pour les championnats du monde de body painting dans la catégorie aérographe. Je me dis, on va voir. Bon, je fais dernier, tu vois, mais c'est une belle expérience. 2016, je fais 3e. Donc je monte enfin sur le podium, sur cette scène qui me faisait tant rêver. Et puis après, l'année d'après, je me suis dit, on va recommencer. Et l'année d'après encore, et c'est passé. Après, il y a eu le Covid, donc il n'y a pas eu. Et puis cette année, on m'a demandé d'être jury, donc je vais boucler la boucle en étant jury, et voilà. Je me suis surtout, grâce au body painting, fait connaître régionalement et nationalement en tant qu'artiste. Parce que le graffiti était très saturé en Guadeloupe vers les années 2010, 2011, 2012. Après, tout le monde me voyait uniquement comme le body painter et plus le graffeur, alors que je faisais du graffiti depuis 20 ans. Et donc je me suis dit, le seul moyen, c'est soit tu dis aux gens, non, je suis graffeur aussi, soit tu fais ce qu'on t'a toujours appris de faire, c'est-à-dire faire des choses. Donc je suis retourné dans la rue, je me suis remis à peindre et j'ai rééquilibré cette vision que les gens avaient de moi en tant qu'artiste, body painter, graffeur. J'ai commencé à travailler, à faire un travail d'atelier pour pouvoir commencer à rentrer vraiment dans le monde de la galerie, des fondations, des musées, pour pouvoir ouvrir la porte du monde de l'art contemporain. Ouais. Voilà.
Cette exposition, c'est un coup de tête. Je viens souvent au village de Jarry. D'ailleurs, je remercie le village de Jarry d'avoir suivi mon coup de tête, puisqu'ils ont accepté de nous mettre à disposition, de me mettre à disposition la salle. Je dis nous souvent parce que pour moi, j'ai une équipe derrière qui me soutient, qui m'aide, que je remercie d'ailleurs. Je fais un petit coucou à Karim. Et je me suis dit, vu que j'ai pas beaucoup de temps, si je proposais une expo qui ouvrait mon Black Book. On prend la feuille, on la déchire, on la scotche sur un mur, on la pose quelque part, pour voir un peu comme si les gens rentraient dans mon Black Book. C'est un travail de croquis, mais je montre quand même que ce que j'estime être assez mûr, être assez travaillé. Maintenant, j'estime que le regard de l'autre, il se déplace pour venir, donc je dois respecter son regard et donc je dois lui proposer quelque chose qui a un minimum de maturité. Moi, je suis très dans la recherche du lâcher-prise. Et c'est ce qui m'a énormément plu dans cette expo et c'est ce que beaucoup de gens ont ressenti, c'est ce lâcher-prise que l'on ressent et j'en suis très heureux parce que c'est exactement ce qui s'est passé pendant que je créais et de voir que les gens le ressentent, ça veut dire que le croquis était à maturation. J'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin que ça parte. J'aime beaucoup écrire, tu vois, mettre des mots. Ça va être soit dans le tracé, soit dans la profondeur, soit dans l'écriture de certains mots pour que les gens aillent vers l'œuvre, tu vois, ou que les gens restent sur l'œuvre pour pouvoir découvrir les fameuses couches qu'il y a au final. Mon objectif là était de rester dans l'esprit Black Book, croquis, c'est-à-dire que j'ai réfléchi quand même à ce que je voulais réaliser. Pour moi, je voulais créer une œuvre sous forme d'installation avec du body painting. Je voulais exprimer quelque chose, mais je n'ai pas cherché à savoir ce que j'allais faire exactement en détail parce que je voulais avoir la sensation d'être dans mon livre de croquis et de travailler sur le tas. Et l'objectif était de créer une scène, de sortir de cette représentation de la femme corps-objet et de mettre un peu plus l'homme sous forme de corps-objet en exposition où la femme va transmettre, va construire l'homme en étant déjà positionné de manière supérieure à l'homme en termes de positionnement dans l'espace et où cette fois-ci c'est l'homme qui reçoit. Les deux modèles, ils ont extrêmement bien joué leur rôle, tu vois. La modèle, elle avait une attitude, c'était mieux que ce que je lui avais demandé. Lui, il était, tu vois, ça me donne des frissons encore. Il était en mode réception totale, je suis une statue, je bouge pas, tu vois. Et si là, le lien avait pu être en mouvement, je pense que ça aurait pu apporter une nouvelle dimension, tu vois. Donc voilà, tu vois, on est sur du croquis en fait, tu vois. C'est abouti, c'est mûr, mais on peut aller encore plus loin. Donc voilà, c'est quelque chose que je vais gratter dans mon Black Book. Et puis on verra à la prochaine exposition ou prochaine performance ce qu'on peut apporter de plus. Je voulais une œuvre finale qui ressemble à une sculpture en fait. Et c'est ce que j'ai entendu. Il y a des gens qui m'ont dit, mec, je suis arrivé. Je me suis dit, mais comment t'as fait pour sculpter aussi gros? Et après, on a vu que ça bougeait, enfin que c'était des vrais gens, quoi. C'était des êtres humains. Et ouais, j'ai bien aimé. C'était ce vers quoi je voulais aller aussi, la sculpture, parce que c'est quelque chose que je commence un peu à toucher. Quand tu penses que tu as passé une certaine limite, tu dis non, là je peux quand même montrer. C'est pas abouti à 100%, mais je peux montrer. C'est vraiment mon livre de croquis, quoi. Voilà.
Je souhaite à tout le monde de pouvoir réaliser un rêve, de partir de zéro, de partir de quelque chose que tu considères comme étant impossible et d'y arriver. Le seul truc, c'est de ne pas prendre le poids de notre société. Donc quand je suis descendu de scène après mon premier titre, je me suis dit, et je le pensais sincèrement, je me suis dit je peux mourir maintenant. Et sincèrement, je serais mort sur le moment et j'aurais eu aucun regret. Je vais juste continuer à faire mon métier, recommencer à voyager, faire des murs partout dans le monde, faire des expositions partout dans le monde, aller peindre partout dans le monde, faire du body painting. Je vais juste continuer à faire mon métier. Voilà, le mieux possible. Voilà, mais c'était pas mal, son actualité. Eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, l'exposition, c'était la semaine dernière. Donc voilà, mais en tout cas, on peut suivre ce qu'il fait sur sa page Facebook, en tout cas sur les réseaux sociaux. Oui. Facebook, Instagram, donc c'est Stick Honor, également sur son site internet, donc stickhonor.com. Et j'ai oublié Twitter. Donc voilà. Bien. Le prochain rendez-vous, on sait qui? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. En tout cas, merci Sandrine pour ce beau reportage sur un artiste guadeloupéen de dimension internationale. Voilà, 13h49, on passe à autre chose et nous ne croyons pas lever Moun Sainte-Anne. Non, pas du Moun Sainte-Anne. Moun Guadeloupe. Moun Guadeloupe, qui c'est Moun Sainte-Anne? Parce que là, Sainte-Anne, nous pas en Guadeloupe. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point sur le centre Reprise, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques, beaucoup de paroles, quelquefois inutiles aussi, sur le groupe, sur Reprise. Alors, première question, Reprise existe ou n'existe pas? Mais normalement, bonjour à la Guadeloupe. Bonjour à la Guadeloupe, bonjour aussi aux autres Guadeloupéens de l'Hexagone et de partout. Oui. Voilà. Donc, d'après moi, il faut dire nous, Reprise qui a existé, il faut dire population là, vous. Mais oui, parce que moi, on savait qu'il a existé. Mais justement, mais on a tellement de paroles inutiles. Après, dans les éléments, et pour mettre cours à toutes paroles inutiles, vous voyez les sites, les sites à l'UNESCO, vous voyez les différents sites, nous voyons là-bas. Donc, d'après moi, les journalistes là, même, ils doivent aussi battre peuple là, bonne information. Bonne information là, sur l'accréditation, par exemple. Voilà. Les journalistes là, ils doivent battre peuple là, bonne information. Oui. Et pas laisser courir des bruits non fondés, des paroles non fondées. Pas laisser véhiculer non plus des mensonges, des bêtises non fondées, qui parlent pour un sens uniquement, qui a véhiculé et qui a juste nourrir des querelles de personnes. Nous travail pour la Guadeloupe. Travail, nous, c'est pour la Guadeloupe, pas pour ni certains négocier, ni les habitants, ni pour un côté travail. Nous, fait là, c'est pour la Guadeloupe. Et Dieu seul sait que nous faisons la Guadeloupe rayonner à l'échelle internationale. D'accord? Et je vais repasser Rabat Gabriel. Alors, justement, question de l'accréditation, parce qu'on me dit, oui, pas tenir accréditation, reprenons, c'est plus le Reprise. C'est quoi, j'ai posé la question de façon comme ça, coquine, pour bien poser la question, parce que j'ai cru comprendre, on disait ceci, cela, etc. Et pas t'écouter Vinici ou t'expliquer une série d'explications, après ça entend d'autres explications. Donc, il faut bien que nous mettions le bitin bien au plein, là, et c'est pour ça qu'on fait ce Vini. Absolument. Alors, premier bitin a dit, c'est merci pour l'invitation là. Et pourtant, pour nous parler des travailleurs à Reprise. Effectivement, Reprise qui a continué. C'est président de Reprise et Patrick, vice-président, ni au conseil d'administration. C'est-à-dire que. Alors, nous pouvons pas le conseil d'administration là, pour ne pas comprendre. C'est nous. C'est eux qui l'aident. Voilà. Nous avons Alexandrina qui est secrétaire. Oui. Nous avons Jean-Pierre Nicolas qui est trésorier. Nous avons Sémir Marie-Galante qui est au conseil d'administration et membre de Reprise. Nous avons Dalila Marie-Joseph qui est secrétaire adjoint et Junior Aglas trésorier adjoint. D'accord. Voilà. Okay. Et d'autres membres qui ont repris les membres qui l'ont. Effectivement, vous savez, nous ne pouvons pas cacher. Léon Lebogne, grand pensée pour Léon Lebogne, qui décidait de rentrer à Reprise pour travailler avec nous. Malheureusement, bon,
il monte au fil à haut, mais l'esprit est là, et surtout fermeté, l'esprit a surtout musique Guadeloupe est là. Et nous qui associons en même pensée là, Jean-René là aussi, qui était en reprise aussi. Ah oui, Jean-René là, c'est vrai. Qui vient joindre nous, donc pensez pour famille à Semounassa, et merci pour ça Semounassa bas travail là. Vous savez, reprise prend une série de coups de bâton. Comprenez? Président côté long, nous voyons force bailler pour famille aussi, vini indisponible subitement. Ça qui arrivait, ou pas quand faire comme si rien pas passé. Là on pède en pièces comme ça, ou obligé prendre temps pour trouver quoi. Et ça, à un moment là, ça, nous devons espérer que les gens qui tenaient l'habitude là, justement, ils étaient venus courir, vite là pour ne pas tomber. Au contraire, on est en l'eau qui sortit. Nous pas chaque monde a une raison à eux, pas juger engagement en monde, il y a dit aussi qu'à ici peut s'en unir, comprenez? Mais nous décidons justement continuer travail là, en sens à ça nous écrit dans le dossier là, les mesures de sauvegarde. Et donc reprise continue. Effectivement, nous avons des gens qui viennent joindre nous justement et nous apprécier l'Assemblée générale là, ils disent nous entendre ni difficulté, mis en disponible. On dit fait que et avis fait que c'est Mounassa, justement, ils nous pèdent tous les deux. C'est défunt Léon Leborgne et défunt Jean-René là, des gens qui viennent font des marches pour intégrer la reprise pour porter un coup de main. Bon, ça qui fait que, en moment là, ça, reprise est en grande difficulté. C'est-à-dire que nous pèdent, nous qui venons parler des situations à centre la piste en détail, mais nous pède, le président vient subitement indisponible, nous pède local, nous venons apprendre que nous pas ni local, et nous venons apprendre que nous pas ni subvention. Non plus donc, aussi. nous sommes obligés. À un moment là, ça a coupé l'association qui a fait bitin, mais on a une responsabilité, on a une réglementation à respecter. Les commissaires au compte là, qui dit oh là, qui j'en nous a fait, on est obligé de prendre une décision. Et effectivement, là, on prend une décision là, on dit on parlait, poser question à survie à cette entreprise. Parce que si on pas ni local, ou pas ni subvention, et ou ni personnel dans les comptes, au moment où on prend une décision. Donc, nous mettons question à survie à ce là justement, pour faire nous prendre conscience des difficultés là et des enjeux à la situation. Et c'est ça qui fait des gens qui... Et donc, nous continuons de travailler là. Je dis là, reprise qui a existé. Mais quand on dit, nous qui avons des détails ici, nous qui abordons des situations à ce là, mais le travail là qui a continué. Ok, donc il y a un problème, en différence sur les réseaux sociaux, si pas qu'à arriver à joindre une reprise, tu vois, il pas qu'à arriver à joindre une reprise, donc tout le monde là a parlé, mais il y a projet criez-vous. C'est-à-dire, Mouna il a dit au projet suivre joindre une reprise là, il projet fait des marches à crier en Mouna reprise, mais il a dit tout partout, il pas arrivé à joindre une reprise. Et pourtant reprise n'y a adresse, tu vois, reprise n'y a Mouna et Mouna reprise connue, comprends? Donc c'est vraiment en question de... En démarche, on ne pas comprendre. Mais en fait, ça qui fait, c'est que ça va poser, ça va avoir l'occasion d'expliquer la différence entre rapport périodique et dossier d'accréditation. D'accord. Justement, cette question-là, ça c'est important pour... Rapport périodique là, c'est... La France signait convention là, c'est 2003. OK? La France ratifiée en 2006. Donc, tous les 6 ans, il faut un rapport. OK? Donc, reprise inscrit, pas reprise, gros cas inscrit en 2014. Donc, nous sommes concernés par 2014-2020. OK? Donc, ça qui est arrivé, c'est que reprise qu'a fait en contribution, il a contribué à rapport périodique là. C'est travail à ministère de la Culture. OK? C'est travail à ministère de la Culture. Dossier d'accréditation là, c'est d'autres butins. Reprise qu'a défendre position à travail à il a présenté dossier à en nom à pour garder accréditation côté l'UNESCO. OK? Donc ça c'est des butins différents. En premier coup, c'est reprise qui a fait tout le travail là, ces dossiers d'accréditation là. En deuxième moment, il a contribué à un rapport national qui rapport état parti là qu'a présenté pour tout élément qui est inscrit. Comprenez? Donc c'est en différence. Donc les où dit quand il a passé si ou pas bail rapport là, ça pas mettre en cause inscription Agroca, inscription Agroca. Ça peut carrément mettre en cause, là où vous avez fait rapport dossier d'accréditation, il y a quand même des contributions à rapport périodique là. Comprenez? Donc c'est pour montrer rapidement que j'ai invité bien à articuler, mais pour dire sous papier. Bon. Alors, là, qui j'en nous y a la reprise? J'ai envie de poser une question là tout bêtement. Qui j'en reprise qu'il y a la reprise? Patrick.
qui j'ai repris qu'à la reprise. Alors, nous posons certaines nouvelles problématiques et c'est là nous qui pour exposer des problèmes pour le peuple pour comprendre. Pour fonctionner, déjà nous passons 2 ans, comme Gabriel dit, 2 ans pandémie, là, on ne peut pas faire grandes affaires. C'était qui sur les réseaux sociaux, nous avons fait des petits mouvements, mais bon, qui ne peut pas nier en liberté, on ne peut pas nier en machin. Tradition, nous, c'est des pratiques, c'est le lien social, c'est des pratiques qui font en lien pour faire. Après, les réseaux sociaux, qui font balacadri, après, les réseaux sociaux, ou qui font les roses, après, les réseaux sociaux, qui aillent donc veiller. Donc, tout patrimoine culturel à nous, un patrimoine culturel qui vive. Et donc, dans une période là, ça, de restriction là, ça, donc, il ne peut pas vivre convenablement. Donc, nous ne pouvons pas mettre des activités en place. Mais en début de tout ça, nous venons trouver un problème de local. Ouais. C'est-à-dire que la région demande nous local, mais militaire. Et sans proposer nous. À quelle période il m'a dit ça? Il m'a dit nous ça en 2019 à peu près. Ouais. En 2019. Et voyons où il va nous couiller là. Tu as une raison particulière? Sécurité. Sécurité au Sable dans le centre ancien bâtiment de mer. Comprenez le centre là. Donc c'était en question de sécurité. Il dit ce centre là pas. Il dit qu'elle n'a pas en sécurité. Mais bon. Voilà, question de sécurité. Il n'a pas proposé un butin d'arrière. Rien. Il n'a pas proposé. Mais il a demandé local là sans proposer rien d'autre. Nous sommes en ONG, nous sommes en association quand même qui a fait une sorte d'État. Nous sommes centre régional. Et surtout, on doit comprendre bien que sans subvention, on ne peut pas y discuter et puis pour privé, pour local. Et pour pas ni pour visibilité, à qui moment on va y payer. Donc, c'est un engagement. Absolument. Donc, quand nous nous préparons pour nous libérer le local là, nous ranger tout butin, nous mettons tout butin en carton. Archive là, ranger quand même. Oui, il y a des propositions sur ça. Archive nous ranger tout ça. Et donc, on demande à la région pour dire que est-ce qu'il y a autorisé nous, en attendant nous trouvons local, d'exploiter le local là toujours. Ouais. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse. Ah bon? Jusqu'à là, nous n'avons pas de réponse. D'accord? Nous relançons encore d'autres courriers vers accusés de réception. Ouais. D'accord? Jusqu'à présent. Nous n'avons pas un interlocuteur réel à la région. Alors, la région a auditionné nous en 2019. Ouais. C'était moi, Gabriel et Junior Aglas. Ils ont auditionné nous et ils ont posé nous un certain nombre de questions. Et notamment, ils demandaient nous, parce que la DAC aussi a auditionné nous. Oui, et la DAC a dit nous de changer d'orientation. Oui, raison ça. Okay. Nous parler de ça ici. Voilà, nous devons parler de ça. Et le problème qu'il a posé là, je dis, depuis 2015, l'État prend en main les orientations culturelles. Ouais. L'État prend en main en l'air. D'accord? Et depuis la DAC demandé nous de changer d'orientation, nous refusons. Et c'est ça pour mon ago qu'a compris. Oui, ça. Il demandait nous d'arrêter les affaires Gokan. Faites notre butin, jeu de main, c'est-à-dire, en fait, nous savons pas ni temps, tellement temps, c'est pour une définition à patrimoine culturel immatériel. Ouais. En fait. Définition à l'UNESCO, qui a place pour toute pratique qui nie. Ouais. Ça, c'est une façon de voir ça. Ouais. En l'air en territoire, on y a une façon large. Très large. Et puis nous avons dit qu'il y a des patrimoines. Qui a des pratiques qui ont défini l'identité en plus. Absolument. Comprenez? En leur territoire, ni des pratiques qui ont défini mieux que d'autres. C'est-à-dire qu'ici, nous ne pouvons pas manger pizza, mais si vous êtes défini comme Guadeloupéen, pas pizza. Pas pizza, vous pouvez avancer. Comprenez? Donc, en même temps, vous ne pouvez pas ignorer qu'il y a un territoire là, ça, ni pratique là, ça. Tout à fait. Et peut-être des gens qui ont fait très bien. Mais il faut regarder ça et a défini l'identité. Donc en fait, reflétez-vous. Et donc en fait, ça il reproché reprise, la DAC et reproché reprise, c'est que nous avons été trop traditionnels. Ouais. C'est-à-dire qu'il dit nous dans musique traditionnelle et populaire, nous ne pas faire assez populaire. Et ni un représentant à la région qui dit moins texto, c'est-à-dire qu'il y a un art du cirque ici qui a disparu et qu'il s'agit de faire revivre. Donc moi je dis peut-être utile et ça peut être pertinent, mais à pas travailler à reprise. Mais non. À pas travailler à reprise. Donc, en fait, moi, en fait, vous devez diversifier les autres, quoi, alors que nous avons un butin central, c'est ça. Mais, c'est-à-dire nous j'ai diversifié, parce qu'en fait, nous ne pas centré sur une seule musique. Or, nous avons regardé sans les Gokan, nous avons fait moins de travail. D'accord? Nous faisons travail à les champs marins. Nous faisons travail à les champs de la boue à Marie-Galante. Même si je dis l'association de Marie-Galante qui a dit qu'il y aura travail dans les champs de la boue, tout ça, il aura fait, nous déjà fait. D'accord? Nous faisons travail sur les champs de quadrille. Aussi, les champs de quadrille et tout ça. Donc, tout ce travail-là, ça nous fait travailler sur le belay. D'accord? Donc, tout ça, nous avons diversité, nous travaillons sur la biguine, c'est tout ça. Donc, si vous voulez, sans les Goka, travail nous avons fait le Goka, c'est biographie à Fred Anastase. On sait le travail nous avons fait. Et nous avons commencé, et nous avons dit qu'à travers l'expression quand même, s'il y a d'autres expressions qui sont en danger, telles que le boulagel, telles que les chants de veillée,
tel que tout ça, nous pouvons même travailler en les-mêmes. Donc, nous ne pouvons pas, Jacques, laisser ces bitins-là, ça, et il y a ici d'autres ouvertures. Et non seulement travailler si ces pratiques-là, mais ça, il est important, c'est documenter. Ouais. Comprenez? Et nous, on travaille qui, beaucoup fait, c'est documentation en musique traditionnelle. C'est-à-dire que ça qu'il a, génération là qu'il a là, au contraire, il pénit des informations, des documents, des expériences, et puis c'est Mounassa. Mais transmission là, quoi, les générations à Moun 60, 70, 80 parties, les 50 qui côtoyaient, qu'à nous laisser. C'est-à-dire que je dis là, il y a une diversité dans pratique là, mais il menaçait, transmission là menacée. Comprenez? Transmission là menacée. Ça pour moi dire, c'est un vrai proverbe là, où tu dis, si vous choisissez pour nous, mais il a fait un plaisir tellement. C'est pas jeter de l'eau sale sur ni de l'eau propre. Nous n'y en CMDT qui a fonctionné, ou peut-être voulait faire d'autres, mais on garde l'état là, on travaille puis, vient travailler puis monde qui jacques travaille, et puis peut-être tard, il can venir tout naturellement, mais pas jeter de l'eau sale sur pas ni de l'eau propre. Alors, qui j'en sont vrai redémarrage à ça, conservation CMDT là, et redémarrage, parce que j'ai un premier problème, pas local, jusqu'à aujourd'hui jour, puisque la région ne peut pas répondre. Le deuxième butin, c'est que la DAC et la région, ils ont coupé les subventions. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité que ça reprend en arrêt de la ça? Nous, on travaille, et Patrick a parlé de ça, nous, ça qui tenait des fonds dédiés, c'est-à-dire que nous, l'argent pour débiter, nous, pour qu'on fait. D'accord? Mais le fait que nous, pas ni personnel, et nous, pas ni local, car on ça difficile. Mais l'argent là, et travail là, qui est fait. C'est-à-dire que, notamment, si documentation en production, si Chanveillé, et si Boulaguel. Si on a droit. Et si on a droit. Nous, ni l'argent là, et justement, pour nous continuer, il faut nous faire ça. Parce que ni on point qui a dit aujourd'hui là que si vous recevez l'argent et vous faites. Non seulement vous répondez là sur d'autres butins, mais on ne peut pas demander encore pour faire d'autres. Pour faire l'argent. Donc il faut nous mettre en œuvre. Nous en bonne voie, c'est des pratiques là ça. Et ça qui est fait. Ça qui est fait. Deuxième, en dernier point, c'est-à-dire que ni on a argument, on ne peut pas parler de ça, et puis bon, mais nous avons dit ça à présent, c'est si rapidement nous voyons ça Saint-Anneau. Nous avons travaillé pour la Guadeloupe. Deuxième point, et c'est important, en tête de dire ça, on parlait d'accréditation, l'UNESCO n'a pas qu'à l'argent. Donc, pas ni pour manne financière, il y a pas pour d'autres institutions qui étaient de monter. Absolument, et surtout, en dépit de ça, on reste responsable au niveau de la culture régionale dissident. Comme quoi que nous bénéficions d'une manne financière et tout ça. Il y a d'autres gens qui ont répété ça. Oh, c'est pas vrai, l'UNESCO n'a pas qu'à l'argent. L'UNESCO n'a pas qu'à pour l'association l'argent. Donc ça, que c'est quand même... et ça, c'est pour... C'est léger quand même pour un responsable culturel prononcé à son média. Est-ce que c'est une intention d'ouvrir la région? Mais écoute, est-ce que ça est nécessaire? À part l'intention d'ouvrir la région, nous écrivons la région. Nous voyons courir vers la région dernièrement là. Le président Abouger répond-nous. Et il n'y a pas première fois. À chaque fois, nous adressons à la région. Il y a qu'à dire, attendez, que ça fait. À chaque fois, nous adressons. Il n'y a pas qu'à répondre nous. Et en plus, ça pour dire, c'est que nous comptons. Léo dit ça, ces polémiques-là, c'est inutile, ça pas polémique-là, pas inutile, au contraire. Ça a nous l'occasion et dit les bitins. Et ça, nous avons c'est que nous avons une évolution qui, à la limite, a un sens en nous. Parce que nous toujours dit, gros cas, c'est pilier à Kilti Guadeloupe, il faut mettre en dynamique pour tout patrimoine culturel. Il faut servir diversité. Comprenez? Nous, en période demain, c'est mi-carême. En mi-carême, vous pouvez trouver Mounagoka. Comprenez? Donc, on ne peut pas, en monde ici, il y a des trois pratiques. Donc, on ne peut pas mettre un devant et bourrer les autres derrière. Comprenez? Parce que c'est même Mouna qui a apporté même différentes pratiques. Donc, ça, c'est un bitin. Et là, nous avons que ce centre-là, il peut pas faire là, qui a servi diversité culturelle. Ça, c'est un bitin. Et c'est toujours ça, nous essayer de faire comprendre. C'est qu'il y a une diversité culturelle et c'est ça qui a fait force en nous. Comprenez? Et en plus des liens et puis d'autres défenses à l'environnement, tout ça. Tu vois? Mais donc, c'est diversité là, ça. Et mettre yon devant et sans occuper des autres, ou quoi affaiblir toutes. Ça, quand même, il faut essayer de dire, c'est qui sont remettre le projet là, ça, du bout. Alors, sans cahier, en cas liant rapidement, nous avons souhaité on rencontre. Parce que nous avons demandé, afin de vous exposer les orientations de notre organisation axées autour de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde inscrites au dossier, nous sollicitons une rencontre avec la commission culturelle de la région Guadeloupe.
D'accord ? Ce sera une occasion d'envisager les articulations et la complémentarité entre les mesures de sauvegarde figurant au dossier et le projet de votre collectivité. Tu vois? Donc, nous ne pouvons pas puis demander aussi ça. C'est ça, vous gens répondre? J'ai répondu. Quand on a un exemple, le mot sauvegarde, quand on a un exemple bien cette barre d'année, nous allons parler, par exemple, nous allons faire une manifestation, nous allons glorifier des gens et tout ça. Nous rencontrons M. Lamantin, le Gabriel, reprise et tout ça, là, on a dit pas ni action. Nous disons qu'on s'en beaucoup quand Gérard Pomer, j'ai un certain âge. Et que nous avons mené une action pour faire Gérard Pomer venir et pour nous parler avec Gérard Pomer, pour y exposer nous débiter, toutes les sorties en groupe, toutes les connaissances et tout ça, et pour nous écrire un livre, une biographie, ou machin, mais en fait pour nous recueillir toutes les connaissances Gérard Pomer. Là, nous venons mettre le projet là en place. Nous trouvons des gens quand même qui torpillent le projet là et qui partent, qui a fait Grand Prix Mokachi. Avec le même projet là. Or, c'est nous qui faisons Gérard Pomer vini. C'est nous qui payons billets à Gérard Pomer, tout bitin. Puis il est venu en Guadeloupe. Et nous avons déjà une série de rencontres avec toutes les écoles du Lamentin. D'accord? Or, il y a torpillé le projet là. Delver a fait Prix Mokachi dans le projet là. Avec Gérard Pomer. Et là, nous avons été regardés. Bon, ça bien, il fait Prix Mokachi, Gérard Pomer, machin. Mais au travail de sauvegarde là, au travail d'écriture là, au travail de sauvegarde là, au travail là qui mettait en place là pour justement pour restituer pour la Guadeloupe, pour dire demain que c'était tel monde qui était Gérard Pomer. Ça il fait. Il jouait tel monde, de telle année, il jouait tel monde, il contribuait à tel masterclass, il contribuait à ça, à l'évolution du tambour. Par exemple, j'ai été joué les tambours qu'il pratiquait avant et les tambours qu'il a pratiqué aujourd'hui là. Tout ça, c'est le travail de sauvegarde. Et on va trouver des gens qui, juste pour faire des coups, mais sans véritablement mettre un travail de base en place pour que demain, on petit monde qui a étudié, qui a un master, qui a une démarche de doctorat en ethnomusicologie et tout ça, peut trouver des éléments. Et puis tailler travail. C'est ça le travail là. Et surtout, merci encore un petit moment, c'est on travaille de transmission. La transmission, c'est valet et code agroca. Ça qui est informel, ça qui nous transmettre et puis leur adant. C'est-à-dire que Gérard même de dit nous que l'arrivée, ça qui a fait mal, c'est que des Thibaut Kamandé Iboula avant, il maquait. Absolument, donc méconnaissance. On code effectivement. Et on code, mais aussi en méconnaissance. Oui, méconnaissance parce qu'ils ne savent pas qui nous y est. Donc c'est un document qui doit être fait en les lit. Parce qu'on fait des actions valorisation immédiate, mais on y a une valorisation. Pour laisser les victimes marquées, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ceux qui font un travail les africains à la zone. Oui, Gino, qui font un travail important, c'est trouver tout livre qui a parlé des gros cas d'étrangers, mais enfin bon, pas une question d'étrangers. Non, enfin, même s'ils sont africains, mais c'est important quand même. Mais vous savez, elle s'ouvre le livre ici, Locan, c'est sentiment, c'est gros cas. Et c'est des notions là, ça, nous, il dit tout le temps, il étudie en tant que scientifique, en tant qu'universitaire. Et nous, on dernier but qui est important, Annick Gino Simpson, par exemple, tu as décidé à accompagner nous pour te répondre à l'appel d'offres que la région a fait, c'est l'inventaire du patrimoine culturel matériel. Eh bien, il trouvé moyen d'écarter nous des appels d'offres là par d'autres mécanismes et qui nous prend les mêmes gens qui te dit que c'est blanc musique là ou que c'est blanc qui dit nous pour nous faire. D'accord? Les mêmes gens, la commission culturelle à la région, qui nous prend des Péruviens, des Mexicains, après même pour dire des gens qui sont français, peut-être qui comprennent bien, des gens qui ne connaissent pas les français. C'est eux qui viennent faire inventaire du patrimoine culturel de pays ici. Dernier mot, je peux dire là. Ça, c'est pas normal. C'est peut-être dernière émission là, parce qu'il faut nous revenir à la semaine d'habitude, une autre question à poser. Dernier mot, je peux dire, les gens qui ont écouté, qui voient l'émission là dans les Facebook, on sait qu'il y a des questions qui dernière parole, je peux dire, eux autres là, par rapport à la reprise. Reprise pas mort, reprise qu'à vivre bel et bien, reprise qu'à vivre. Et ça nous va attendre, on rencontre vers les décideurs, on rencontre vers le service culturel de la région, le service culturel du département. Et ça nous va attendre. Et que la région répond nous, et s'il peut faire nos propositions d'un lieu, d'un espace pour nous poursuivre action nous, et ça nous va demander. D'accord. Gabriel. Alors, en peut-être, et justement, rendre hommage au président Félix Cotelon. Dernier mot, gros cas c'est patrimoine en nous, gros cas on l'esprit on qu'il tient, un petit morceau patrimoine Guadeloupe pour l'humanité, tous ensemble relevons les défis de l'après-inscription pour valoriser la diversité culturelle de la Guadeloupe. Bien, Radio merci pour ces paroles là ça, mais on va penser qu'il faut nous revenir dans ça parce que moi personnellement nous on a d'autres questions à poser. Absolument, nous parlons nous et d'autres monde. La prochaine fois nous que Marie-Joseph Dali, Jean-Pierre Nicolas Pévini, d'autres monde nous peut tourner. Pas de problème. Merci d'être venu à Zot.
et on a pensé que ça a contribué déjà à éclaircissement à la question à ça. Voilà, 14h12 minutes, nous prenons un petit peu de retard, mais ça était nécessaire de temps en temps. On a rappelé au début, nous souvent Gérard Bougré qui vient parler nous dans une manifestation qui a faite à partir de demain. Ensuite, nous retrouvons Nathalie Chevron, la directrice de la CRES, et avec elle on a parlé de la CRES à l'école, puisque à partir du 28, il y aura une série de manifestations en direction des scolaires. L'économie sociale et solidaire, c'est un des moyens pour lutter aussi contre le chômage et de permettre à des structures de se développer. Martine Fazer a fait sa chronique culture selon Martine, comme d'habitude. Sandrine a fait un focus art sur STIC. STIC, c'est un graffeur. Et ce type finit une belle exposition. Nous voyons un petit reportage là. Et puis on a fait le point avec Gabriel Mujon et Patrick Solvay sur reprise. Et nous espérons que reprise, eh bien, il y a la reprise. Voilà, il est 14h13. La réalisation, c'était notre ami Yann. Demain, on se retrouve. Oui, demain, Mikarem, Kenny ZCL, effectivement. Et nous recevons des mondes, notamment Monsieur Franck Garin, puisqu'il est sorti créé à Mornalo, au collège, à Florette Mourant. C'est un poteau mi-temps aussi à Kitty, à Pays Guadeloupe. Un poétesse qui sortit Mornalo, qui vivait à l'étranger, mais il a un paquet bitin. Et en même temps, ça, qui a été fait en action, il a été fait tête à Lumumba. Je apprendre ça, demain matin, demain à midi, nous pouvons parler de ça. Voilà, fini pour aujourd'hui là, à demain, même là. Merci. Merci.